La Constitution de la Ve République aura 60 ans l'année prochaine, soit la seconde plus longue de l'histoire républicaine française. Depuis sa création, elle a subi un certain nombre de modifications. Mais depuis les années 2000, on observe une dynamique nouvelle. Les gouvernements tendent à brandir la Constitution comme outil de persuasion politique, prônant des réformes constitutionnelles à la suite d'événements spécifiques. Ce fut le cas notamment à la suite des attentats qui ont touché la France en novembre 2015. D'ordinaire, ces réponses étatiques à des faits choquant l'opinion publique touchent davantage le domaine législatif, épargnant alors le domaine constitutionnel. Il me semblait intéressant de revenir sur ce que ça implique et donc pour cela de comprendre ce qu'est le véritable rôle d'une constitution. Il va déjà falloir revenir longtemps en arrière, plus précisément en pleine Antiquité, pour y trouver le fondement de la notion. Le terme constitution vient du verbe latin constituere, qui veut dire construire, organiser ou dresser. Et c'est de là que vient le terme constitutio, francisé ensuite en constitution. Ainsi, la constitution est le résultat d'un acte consistant à organiser une cité. Mais le terme de constitutio est aussi présent dans l'expression constitution corporis ou constitution du corps humain. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs si, encore à notre époque, on parle des différents organes du pouvoir, pour faire référence aux institutions politiques qui gouvernent un pays. Le terme de constitution est globalement à cette époque un terme vague qui désigne un certain ordre des choses, et notamment donc analogie entre corps humain, cité et même cosmos. Pour faire simple, constitution ça veut dire tout un tas de trucs organisés selon des règles précises. Pour prendre l'exemple de la société grecque antique, les philosophes, quand ils ne servaient pas de leur drap pour s'habiller, cherchaient à comprendre la cohabitation entre les riches et les pauvres. Aristote met en garde ainsi contre l'absence de riches dans la cité. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est aux citoyens d'acheter les équipements militaires, et en l'absence de riches, il n'y aurait pas de cavalerie, car seuls eux ont les moyens d'acheter les chevaux. Ça aurait pour conséquence finale une force armée diminuée et donc des risques pour la cité. Il raisonne ainsi en liant le rang social dominant à un système politique. Et donc, l'aristocratie est le gouvernement des riches et la démocratie est le gouvernement des pauvres. Chaque forme de gouvernement possède pour lui une chance de fonctionner, du moment que le bien commun est l'objectif. Mais dès que l'objectif est perdu de vue, la forme de gouvernement devient dégénérée. L'aristocratie devient ainsi une oligarchie, la démocratie devient l'anarchie, et la monarchie se mue en dictature. La grande peur de l'époque est que la cité s'effondre à cause d'une de ces formes de politique instable. Les deux philosophes, Aristote et Platon, se posent donc nécessairement la question de savoir qu'est-ce qui constitue la cité idéale. Et pour eux, celle-ci doit répondre à certains objectifs. Déjà, un objectif de justice. Pour Platon, si une cité est injuste, les citoyens qui y vivent le seront forcément. Et pour que la cité soit juste, elle doit répondre aux besoins des citoyens. Ce qui amène au second objectif, celui de l'autarcie. La cité ne doit pas dépendre des autres cités. Pour cela, il faut répondre à des impératifs évidents. Établissement à proximité d'un point d'eau, de préférence au milieu de terre cultivable, le tout afin d'obtenir une autosuffisance économique et pouvoir se développer. Ainsi, dans le concept originel de constitution, la constitution idéale de la cité a pour objectif principal la justice qui se traduit par la prospérité économique. Et cette notion de constitution sera effective jusqu'au XVIIIe siècle, à partir duquel elle deviendra plus politique qu'économique. On fait un grand bond en avant historique pour se retrouver au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est à la suite de différents événements qu'il y aura un bouleversement de la conception de la Constitution. Ces événements sont la Révolution anglaise de 1688, ou Glorieuse Révolution, la Révolution américaine de 1776 et la Révolution française de 1789. Une des premières conséquences de ces événements sera la généralisation de la pratique des constitutions écrites. Si l'on se réfère à la tradition d'Ancien Régime, les constitutions sont plutôt coutumières, sans forme écrite, et donc plutôt de manière orale. Et à partir des grandes révolutions, on prend l'habitude de rédiger les constitutions. Par exemple, en 1776, les colonies américaines se donnent des constitutions écrites, prémisse des futurs États formant les États-Unis d'Amérique. En France, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen indique qu'un État doit se donner une constitution. C'est un fait important car il va motiver la recherche d'une légitimité à la rédaction des constitutions. Ainsi, Emmanuel Sieyès, député du tiers-État, publie en 1789 « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Lors de la réunion des États généraux consultés sur l'état financier de la France, il participe au refus de voir perdurer le vote par ordre et souhaite le vote par tête, parce que les choses ont, d'après lui, changé. Il dira ainsi « Le tiers-État est une nation complète ». Et pour lui, une nation est un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par une même législature. La nation est donc seule légitime à choisir les institutions et les lois qui la gouvernent. Au-delà du concept de légitimité de la nation, la DDHC va avoir un rôle fondamental en proposant une définition du rôle de constitution. Elle possède ainsi deux fonctions, la garantie des droits et la garantie de la séparation des pouvoirs. Et cette définition est la définition d'une constitution dans son sens moderne. La constitution possède aussi une dimension sociologique, parce qu'on peut y voir une description de la société. On se retrouve en face d'un double sens, d'une part un sens technique,
politique et juridique par le biais de la séparation des pouvoirs, et d'autre part un sens anthropologique par sa description de la société à un instant T. Une façon concrète d'observer cela peut être faite par le biais de l'article 1 de la DDHC. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Autre exemple, l'article 2, où les rédacteurs ont utilisé la notion d'association politique. Ça signifie que ces hommes, ces individus vont former une association politique, donc que derrière la politique il y a un contrat. Une constitution est donc le résultat de l'association entre individus qui passent un contrat social et politique. Ça se traduit par le choix d'institutions politiques, un choix qui est conscient, volontaire et rationnel. Ce choix est motivé par une vision à long terme de l'État. Donc, quand un gouvernement décide de modifier sa constitution par rapport à des faits ponctuels, en adoptant une vision à court terme et en occultant le besoin de stabilité institutionnelle, il contrevient au principe même de constitution. Ça ne veut pas dire que toute modification d'une constitution est forcément mauvaise, bien au contraire. Son caractère sociologique pousse à l'adapter à une société qui est en continuel changement. Mais son statut de texte à valeur suprême, cadre de l'action politique et publique, est une garantie de stabilité. On peut être d'accord ou non sur le besoin de changer de constitution, mais elle ne doit pas devenir un instrument de propagande politique quotidienne pour les gouvernements. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le rôle d'une constitution. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et vous pouvez comme toujours commenter pour donner votre avis. Allez, à plus!